l'histoire d'un jour qui vit mourir 2 fois le grand amour. Elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ces 3 mots velours. Il était 1000 fois. Bienvenue dans l'univers de Double Monde. Ce soir, on vous propose 2 podcasts pour le prix d'un, parce que depuis quelques mois, on produit des podcasts qu'on peut dire sociétaux et que parfois les sujets se rejoignent et ne forment un grand tout, surtout quand on parle de combat. C'est assez, ce n'est pas un conte de fées. Il suffit d'une fois, c'est assez, que c'est difficile à compter. Alors voilà, nous avons rapproché nos 2 podcasts natifs à Double Monde, juste pour vous, juste pour ce soir, juste pour Podren, histoire de passer un moment avec vous. Je suis Marjorie Murphy, je suis la fondatrice de cette agence Double Monde et aussi l'animatrice pour cette heure, pour vous parler d'un thème assez important et des 2 podcasts qu'on a créés. On a rapproché nos 2 podcasts natifs parce que ils ont vraiment des liens. D'abord, Je te crois, d'un côté, un podcast qui donne la parole à ceux dont la parole est mise en doute, et de l'autre, Youris, qui suit une avocate qui défend les grandes causes. On a voulu donc se faire rencontrer ces 2 thèmes parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient des points communs, notamment celui qui coule de source, celui de défendre les victimes, d'expliquer les luttes également, de chercher à comprendre et enfin alerter. Donc avec moi, on a Rachida, qui est une femme forte, rebelle, militante et pourtant qui a vécu 17 ans de violence conjugale. Alors c'est elle, bien sûr, qu'on suit dans Je te crois pendant 8 épisodes. Elle qui nous raconte son calvaire, elle aussi qui nous raconte son combat, et surtout nous emmène au fil de son parcours face à ceux qui lui ont tendu la main et qu'elle a dû aussi confronter. Et ce qui était intéressant quand on écoute Je te crois, c'est que Rachida a pris le micro et c'est elle qui pose ces gens qu'elle a rencontrés, gendarmes, victimologues, avocates, etc., etc. De l'autre côté, on a maître Virginie Leroy, qui du cabinet Résonance, qui est donc avocat à la cour. Et dans Youris, elle nous raconte, ses premiers pas de jeune femme avocate. Elle nous emmène dans les coulisses de son cabinet. Et puis, elle nous montre les changements que ce métier vit chaque jour. Mais surtout, Virginie, elle nous entraîne, elle aussi, au cœur d'un combat, puisqu'elle nous emmène dans des affaires qui marquent l'actualité française actuellement. Il y a eu la pollution, la première saison. Les violences conjugales sont évidemment monnaie courante aussi dans son cabinet. Et puis, le terrorisme. Au fil des épisodes, elle, alors vraiment en pleine immersion, elle nous emmène un peu partout. On la suit dans ses combats, donc ses doutes, ses prises de risques, ses victoires, ses liens avec ses clients, sa relation intime avec la justice. Et comme je le disais, donc la première saison était focalisée sur une affaire de pollution à Saint-Malo. Je vais enfin leur donner la parole. Bonjour mesdames, bonsoir. Bonjour Marjorie. Virginie, vous pouvez parler dans le micro, ce sera mieux. On a décidé donc d'être ensemble parce qu'il y a un thème qui nous rejoint, et dans ces podcasts, et nous 3, c'est le mot terreur. Alors évidemment, ça peut faire un peu peur. Pourquoi la terreur ? On va commencer avec Rachida pour essayer de comprendre et de suivre un peu son parcours. Il suffit d'une fois, c'est assez. Ce n'est pas un conte de fées. Il suffit d'une fois, c'est assez, que c'est difficile à compter.
Alors, il faut quand même dire que cette chanson est une belle chanson qu'on nous a donnée d'un bel album de Marie Bastide. Elle a sorti son album Amore il y a pas si longtemps, et il y a quelques mois en fait. Et on est vraiment content d'avoir ce générique pour cette première saison. Alors, on va commencer avec ce mot de terreur. Je voulais juste faire une petite définition de la terreur avant vraiment de discuter. La terreur, quand on va dans le dictionnaire, c'est premièrement, peur extrême qui bouleverse et paralyse. Ce mot, vous allez sûrement l'entendre pas mal dans la bouche de Rachida. Et en deuxième définition, c'est une peur collective qu'on fait régner dans une population, un groupe, pour briser sa résistance. Vous me voyez déjà venir. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre terreur et terrorisme ? Évidemment. Alors Rachida, est-ce que tu peux déjà, même si évidemment on t'a entendu dans 8 épisodes, dans les 8 premiers épisodes premiers épisodes de Je te crois, nous redire un peu ce qui t'est arrivé, ce choc finalement presque pour toi, comme je le disais, tu étais rebelle, tu étais militante, tu étais une femme forte, et puis tu rencontres un homme, et là c'est 17 ans de violence conjugale. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis une femme qui a cru qu'il était libre, mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que le système fait que on est vraiment limité. Puis quand les femmes elles parlent, en fait, je pense qu'elles sont pas très prises au sérieux. Et moi, quand j'ai commencé à vivre avec cet homme, en fait, au début, ça allait, c'était très bien. Il y avait des moments tellement intenses, parce que des fois, il arrivait avec des cadeaux, ou bien des espèces de sorties un peu phénoménales, un peu grandes. Et même des fois, je me disais, mais c'était un peu trop. Oui, quand il t'emmène à Bruxelles, par exemple. Comme par exemple, quand je lui dis j'ai envie de chocolat noir, donc je sors, je vais chercher du chocolat. Par exemple, il me dit attends, j'y vais avec toi, et puis on rentre dans la voiture, et puis là on est sur le chemin, il me dit on ira à Bruxelles pour chercher le chocolat noir sorti du fourneau du pâtissier. Donc c'était quand même quelque chose qu'il voulait, en fait, il voulait vraiment me dire qu'il m'aimait tellement que voilà, j'irais pas chercher la tablette du chocolat au magasin, c'était au fourneau que j'allais la manger toute chaude, quoi. Et donc pour moi c'était quelque chose d'un peu extraordinaire, quoi. Extraordinaire, bien sûr, mais je me posais des questions un peu, mais je me donnais pas le droit de les poser, parce que je me disais mais c'est fabuleux, quoi, c'est super, c'est extraordinaire, mais en fait c'était le piège qui mettait en place, ouais. Voilà, qui mettait en place pour je pense que c'est la valeur du piège aussi. C'est-à-dire que ces actes qui étaient extrêmement grands, de partir de Paris jusqu'à Bruxelles, manger du chocolat comme ça, sans prévoir, sans rien, d'un seul coup, c'était énorme, quoi. Et je pense que ça peut... après, j'ai compris, quand j'ai commencé à comprendre, c'est aussi la valeur du piège qui m'attendait. Et alors, à partir de quel moment ce piège a commencé à se refermer sur toi? Eh ben, moi, j'avais 2 enfants d'un premier mariage, et lui, il avait un fils, il avait un garçon aussi. Donc, il voulait avoir des enfants. Il voulait avoir des enfants. Moi, je voulais pas, en fait. Moi, 2, ça me suffisait. Et je lui dis, toi, tu as un garçon, ça suffit largement. Moi, j'avais 2 filles. Et donc, il m'harcelait tous les jours. Et je disais, mais c'est une preuve d'amour, en fait. Parce que pour nous les femmes, enfin en tous les cas pour moi, c'était s'il voulait un enfant de moi, ça veut dire qu'il m'aimait. Et à chaque fois, je me remettais j'avais des doutes. Il faisait quelque chose pour éteindre ce doute. Et donc, à partir du moment où j'ai accepté de faire un enfant, dès que j'étais enceinte, les violences et le dénigrement, il a commencé. Donc c'était plus psychologique au départ. Au début, c'était psychologique. Par exemple, dénigrement, puis il insistait sur ton âge, enfin des choses. Sur ma façon de s'habiller, sur ma façon de me coiffer. C'était jamais. En fait, c'était tellement sur tout.
physiquement et psychologiquement, sur ma façon de penser, sur ma façon de côtoyer les gens, sur ma façon d'accueillir. Pourquoi t'accueilles, tu te rends compte, celui-là, il profite de toi, ton frère machin, ton ami, celle-là, il profite. C'est-à-dire, il a tout fait pour m'éloigner des gens. Et le dénigrement, surtout, c'est-à-dire sur ma façon de me couper les cheveux, sur ma façon de rire. Moi, j'étais quelqu'un qui riait énormément. Et c'était petit à petit. Et puis après, on se pose la question, on se dit peut-être qu'il a raison, peut-être que ceci. En fait, il nous met en doute. Et c'est comme ça qu'il installe le chaos, parce qu'après, on perd confiance en soi. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit mettre le matin. On ne sait plus comment parler. Moi, j'étais étudiante à ce moment-là, donc il me restait juste 2 mois pour valider ma formation d'éducatrice. Donc, du coup, j'ai dû arrêter parce que les corvées, les enfants, moi j'avais 2, lui il en avait 1. Donc, avec les études, je travaillais un peu pour aussi mener à bien ma vie de famille. Donc, du coup, petit à petit, il a commencé à m'affaiblir, c'est-à-dire à me vampiriser. C'est-à-dire mon énergie de m'émanciper. C'est-à-dire j'étais en train de rattraper les études que j'avais pas fait en Algérie. Donc, j'ai fait, même mon bac, je l'ai passé ici à 32 ans. Wow. 32 ou 36, je me rappelle plus. Tu vois, on apprend, en plus de Je te crois, des 8 épisodes, j'apprends cette nouvelle, effectivement. Oui, c'est-à-dire que moi, j'avais pas fait d'études en Algérie, parce qu'après la guerre, mes parents, ils avaient subi en plein fouet les traces de la guerre. Donc, c'est moi qui avais arrêté l'école pour m'occuper de mes frères et sœurs. À 16 ans. À 16 ans, j'ai arrêté l'école. Et donc, quand je suis arrivée en France, ma revanche, c'était de reprendre les bancs de l'école. Donc, j'ai appris la façon la plus solide pour que je puisse vraiment m'accrocher à ma scolarité. C'était ça que je voulais. Et donc, et si on revient alors donc à ce couple que tu vivais avec lui, en fait, donc il y a eu ce dénigrement, ce harcèlement psychologique, mais c'est arrivé plus tard, quand tu as eu les enfants, à la violence physique. C'est au moment que j'étais enceinte de mon premier enfant, de l'enfant du couple, du premier enfant du couple. C'est-à-dire, dès que j'ai commencé à prendre des formes, il a commencé à me dénigrer. Il me disait des choses terribles sur ma forme, sur ma façon d'être. Regarde, t'es comme une vache, des choses terribles, quoi. Et vraiment, ça casse le corps, ça casse l'intime. C'est-à-dire, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui tous les jours, il va dire des choses terribles sur toi. Et il va dire les choses les plus méchantes, les plus haineuses, Et puis, il le disait d'une façon subtile. Il le disait d'une façon subtile et avec le rire. Et donc, même les enfants, mes filles, même mes enfants, ils ont commencé à rire parce qu'il essayait de les associer avec lui. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai dit aux enfants, il ne faut pas rire de ça. Ça me fait mal. Et donc, c'est là où tu aussi as commencé à ressentir ce qu'on a essayé de définir tout à l'heure, ce mot de terreur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu dis, moi, j'étais terrorisée et c'était pas de la peur, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Parce que quand on a peur, on a conscience et donc on peut se sauver. Mais la terreur, elle s'installe petit à petit parce que par l'acte et par le comportement de l'autre qui fait qu'on est complètement paralysé. C'est-à-dire que, par exemple, quand il arrivait de l'extérieur, la porte de notre appartement, elle était dans un palier qui était un peu loin de l'ascenseur, mais on savait que c'était lui. On avait appris son mouvement dans le couloir et on savait que c'était lui. Et donc, les enfants, ils couraient dans leur chambre. Et moi, j'étais paniquée, je ne savais pas comment se comporter. J'essayais de me comporter d'une façon où il ne va pas exploser de colère. Parce que des fois, il était en colère pour rien. En fait, on ne savait même pas pourquoi il était en colère. Il suffisait qu'il nous trouvait dans le salon ensemble
tous les 5. Et il était explosif. Et donc, cette colère qui était comme un enfant qu'on lui arrachait quelque chose, elle était bizarre, en fait. Donc, on était terrorisés. Et donc, on faisait tout pour pas le mettre en colère. C'était comme un monstre qu'il fallait toujours le caresser pour pas le mettre en colère. Et cette paralysie, hein, quand tu me parles de terreur, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment aucun moyen de sortir de ça. Tu étais paralysée. Oui, c'était une paralysie parce que personne m'a empêché de sortir de chez moi et d'aller alerter. Et en plus, j'avais la honte qui se rajoutait à ça. J'avais honte d'aller raconter ce que j'y vivais parce que moi, j'ai travaillé dans le social, j'orientais les femmes. Et donc, quand je les regardais, j'orientais les femmes et je leur disais de ne pas se taire, mais moi, j'avais honte de dire moi aussi, je suis en train de le vivre. Virginie Leroy, vous qui avez travaillé sur pas mal d'affaires de violence conjugale, quand on parle de ce mot de terreur, on pourrait, la société, nous dire « Oh là là, enfin vous exagérez un peu ». Est-ce qu'on peut faire vraiment cette association entre le mot terreur et les violences conjugales ? Oui, de manière certaine, évidemment, parce que y a une dimension, et Rachida l'explique très bien, il y a une dimension psychologique qui est, alors on va pas faire des comparaisons qui seraient malheureuses, mais qui en tout cas a une place primordiale dans le mécanisme de la violence conjugale, auquel peut se rajouter des violences physiques. Mais le levier psychologique, et c'est ça la terreur. La terreur, c'est induire un sentiment chez l'autre de frayeur, de peur et de paralysie. Et ce mécanisme-là, il est primordial parce que ces victimes se voient imposer de se taire, de ne pas partir, de ne pas bouger, de ne pas s'opposer à leurs assaillants. Je les appelle les assaillants, il n'y a pas d'autre mot. Et ce mécanisme de terreur, il conduit à l'isolement, comme je viens de le dire, et ça c'est primordial parce que vous gardez la personne sous votre contrôle. C'est un mécanisme aussi d'emprise. Quand madame explique qu'elle est dénigrée, qu'elle a honte de son physique, de ce qu'elle peut même penser, d'un rire, avoir honte d'un rire, c'est une négation du soi profond. Alors ça désarme, ça isole, et on est sous une emprise psychologique totale. Et c'est ça qui est difficile. On entend souvent des personnes dire je vais être un peu vulgaire, excusez-moi, mais si elle se fait cogner, elle a qu'à se barrer. Oui, très bien. Mais comment on fait ? Mais c'est pas aussi simple. Quand vous êtes sous une emprise, quand vous êtes avec une image extrêmement dégradée de vous-même, c'est pas si facile. Alors quand vous rajoutez en plus des enfants, parce que le levier aussi vient de là, les conséquences sur les enfants et les hommes et femmes violents savent très bien. Il y a aussi une manière de perversité, de manipulation. On a beaucoup parlé des pervers narcissiques. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a un tas de pathologies psychologiques qui arborent dans ces leviers. Il faut faire attention avec ce mot pervers narcissique parce qu'on il a été très galvaudé. Il a été très galvaudé. Le vrai pervers narcissique se tourne souvent vers la violence aussi, mais c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple, et la partie psychologique de ces mécanismes de terreur a toute une importance. Et puis, tu disais tout à l'heure, Marjorie, les gens ils disent oui, mais tu exagères et tout ça, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est minimiser les violences psychologiques et les violences que les femmes subissent à l'intime, au privé. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que les femmes, elles s'enferment encore plus sur elles. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai commencé petit à petit à alerter les gens autour de moi, mais les gens très intimes, les gens très proches. Et tout de suite, par exemple, ma responsable qui connaissait bien mon ex parce qu'il était là où j'allais. Il travaillait pas, donc il venait m'envahir à mon travail. Il venait. Il te suivait partout. Il venait m'envahir à l'école où j'étais. Et il était partout. Et donc quand je parlais de ce que je vivais à l'intérieur, que j'avais peur et je savais pas comment faire c'est-à-dire c'était devenu comme c'était devenu très très dur parce que c'était devenu comme une glu où j'arrivais plus à me débarrasser de lui, c'était trop difficile. Et donc elle me disait mais t'exagères, mais c'est rien, tu te rends compte, il est trop mignon,
Oui, personne ne voyait de cette manière. Il n'y a qu'avec toi qu'il était comme ça. Il y a un élément très important, c'est l'invisible. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui est difficile pour les victimes et de faire comprendre ce que c'est. Parce que, bon, un bleu, un coup, ça se voit. À la limite, moi, beaucoup de mes clientes me disaient « mais je préférerais qu'ils me frappent ». Bah oui, parce que là, vous allez au commissariat, vous allez aux urgences médico-légales et c'est réglé. Enfin, c'est réglé. En tout cas, voilà. Mais cette violence-là, elle est invisible. Et c'est un enfer parce que là, et d'ailleurs, je vous félicite pour le titre de votre podcast, « Je te crois ». Mais une fois que ça y est, on nous croit, mais quelle libération! Quelle libération! Et c'est ça qui est compliqué. Et quand vous dites « il était partout », c'est l'invisible qui est partout. Il est omniprésent. C'est une chape de plomb permanente. Et quand vous parlez de glu, c'est ça. On est englué là-dedans. Ouais, et ça, c'est compliqué. Est-ce que pour des cas comme ça, dans un tribunal, pendant une affaire, on peut se servir aussi de cette terreur, d'essayer d'expliquer bien sûr, à la cour? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui. Et puis, on en parle de plus en plus et c'est très bien. Donc, les violences, le harcèlement moral, voilà, c'est ça. On parle de harcèlement moral. Alors, il se passe dans le couple, il ne passe pas dans le milieu professionnel. Mais oui, ça existe. Et il y a des condamnations maintenant qui surviennent dans le cadre du couple de harcèlement moral, mais dans le cadre de violence conjugale, bien évidemment. Alors, on passe évidemment à un niveau différent quand on atteint le moment où on va porter plainte, parce que finalement, Rachida, t'as porté plainte, t'as fini par sortir peut-être de cette terreur, parce que tu parles souvent aussi du fait que physiquement, tu avais l'impression qu'un tsunami était passé sur toi, t'étais plus rien, quoi. Enfin, c'était ultra difficile. Oui, ça a été très très dur parce qu'en fait, il m'a fait espérer et puis. Même l'entourage, quand il disait oui, mais j'aimerais bien avoir un deuxième enfant, tu vas voir, ça va nous faire du bien, de faire du lien familial. Et en plus de ça, la grande, elle va être comme un enfant unique et tout ça. Et donc, allez, Robola, je le crois. Je le crois parce qu'il fait des cadeaux extrêmement importants. C'est-à-dire qui dépasse la normalité. Et donc, du coup, je le crois. Je dis peut-être que si on a un deuxième enfant, ça va aller mieux et que la famille, elle va être soudée. Et ça, moi, j'appelle aux femmes, ne faites jamais d'enfants pour réparer quoi que ce soit. Faites-le parce que vous avez envie d'avoir un enfant et point. Et ne croyez pas les choses. Quand on a des doutes, quand on a des intuitions sur une relation toxique, il faut vous croire. Il faut croire quand notre sentiment dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la société, en fait, limite beaucoup les femmes. Ne croit pas les femmes. Et je pense que la douleur chez la femme, elle est minimisée tout le temps. Et je pense que moi, j'ai été au commissariat une fois pour porter plainte. Et quand je suis arrivée, ils n'ont pas voulu porter plainte. Ils ne voulaient pas prendre la plainte. Ils voulaient que ce soit une main courante. Donc, ils m'expliquaient c'est quoi une main courante. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire que j'ai dit, mais si ce n'est pas une plainte pour l'arrêter, ce n'est pas la peine. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte? Et après, il m'a dit, mais si on porte plainte, vous savez, madame, que vous allez partager l'appartement avec lui. Et dans ces cas-là, il faut attendre le jugement. J'ai dit, mais comment une femme qui vit la terreur, quand elle porte plainte, normalement, on ne doit pas vivre avec ces hommes-là. Mais est-ce que le fait de porter plainte, justement, est-ce que c'est un moment où on en sort de cette terreur ou alors on la garde toujours? Oui, en fait, moi, quand j'ai porté plainte la première fois, comment j'ai porté plainte, c'est parce que j'ai fait un burn-out en 2012. J'ai failli en crever. C'était quelque chose de terrible parce que vraiment, je ne pouvais plus mettre mon pied par terre. Je ne pouvais plus marcher. Ma mâchoire était complètement déplacée. En fait, mon corps a été saccagé et vraiment, dans mes cauchemars, je vivais des choses terribles. C'est comme si c'était un tsunami qui est passé sur mon corps. Tout a été détruit. Il fallait faire quelque chose. Donc, je suis restée allaitée pendant 2 ans. Et après, il y a eu des viols. Il y avait des viols. Et donc, dans la nuit, je ne pouvais pas me défendre. Et en 2014, j'ai dit, il a commencé à vouloir infliger des violences à ma fille. Et là, j'ai dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'ai été porter plainte. Et quand j'ai porté plainte,
quand je suis sortie du commissariat, tout ce que j'avais fait taire pendant 17 ans, je sors dans la rue et j'avais envie de crier, de dire tout ce que j'avais vécu. À tout le monde. Hein. À tout le monde. J'avais envie de parler avec tout le monde. monde. Toi qui t'étais tue pendant 17 ans, même ta famille ne savait rien. Même ma famille ne savait pas. Même ma famille ne savait pas ce que je vivais. On va en parler dans la deuxième partie de ce lien qu'on peut faire peut-être entre terreur et terrorisme, Virginie Leroy, mais clairement, quand elle parle de ce qu'elle a ressenti physiquement, qu'elle était, ça fait penser quand même à aussi des victimes d'attentats quelque part, non ? Oui, alors c'est un peu différent parce que les victimes d'attentats sont des violences physiques directes, brutales, bien sûr. avec des armes, enfin voilà. Mais on entend ce physique qui tombe. Oui, alors alors il y a les violences physiques en elles-mêmes et les violences sexuelles et physiques que vous évoquez, et puis il y a les mécanismes qui se mettent en place en cas de violence psychologique, c'est-à-dire ce sont des choses psychosomatiques, mais qui peuvent être graves, mais qui viennent de cette terreur des aussi. Clientes perdre leurs cheveux, avoir d'énormes problèmes de dents, de stress, enfin voilà. Rachida, même quand on fait des interviews avec Je te crois, elle repart, elle a les mâchoires complètement coincées, rien que d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais ce sont on des est effets... marqué avec, quoi. Oui, complètement. Ce sont des effets qui sont douloureux, marquants et qui ne sont pas anodins, qui sont loin d'être anodins. Juste sur des violences psychologiques, je ne parle même pas des coups. Ouais. Donc tout ça doit être pris en charge et d'ailleurs ce sont les effets, vous voyez la puissance que peut avoir une terreur qui n'est qu'une émotion finalement. La terreur, c'est ce que vous intégrez une émotion, donc qui est négative en l'occurrence, mais qui a une induction physique absolument dingue. Ça détruit. Quand vous dites un tsunami m'est passé sur le corps, je le comprends tout à fait. C'est une destruction de l'intérieur. Ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que, donc, comme on n'a que quelques minutes pour terminer, en tout cas, cette première partie, Rachida, c'est que tu as dépassé cette terreur, tu es allé porter plainte, et puis là, vient une autre forme de violence. Alors, il y a plus de terreur, je pense, là, pour le coup, par rapport aux violences institutionnelles, c'est là où je veux en venir, mais que tu te retrouves à déclarer, voilà, on me violente chez moi, et en fait, tu te retrouves face à des gens qui ne te croient pas, d'où je te crois, d'où le titre Je te crois, qui ne veulent pas forcément, en fait, qui ne peuvent ou ne veulent pas t'aider. Oui, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est pas au mec, enfin, c'est pas au monsieur qui est violent qui doit prouver qu'il n'a pas été violent, c'est à la femme de prouver qu'elle a été violentée. Mm-hmm. Et ça, c'est terrible. Et en plus de ça, quand on porte plainte, on est face à tout. On est face au commissariat parce que moi, quand j'ai parlé de viol, ils m'ont dit « vous avez des preuves ?» Moi, j'avais pas de preuves parce que j'étais partie en cure parce que mon médecin il m'a dit il faut partir, s'éloigner de la maison, sinon il va vous tuer. Et moi, mon médecin ne m'a fait aucune attestation. C'est-à-dire maintenant, ça commence à changer depuis 2019, depuis le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Ça commence à changer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça ne veut pas dire qu'il y a les moyens pour aider les femmes. Parce que regardez, par exemple, quand il y a un attentat, les victimes, ils sont pris en charge, pas les femmes, pas les enfants. C'est vrai, Virginie. Et ça, c'est terrible pour... Ouais, alors je vais pas faire de comparaison malheureuse. On peut pas... c'est vrai que la problématique essentielle des violences faites aux femmes, c'est un problème de preuve. Quand on est en face d'une action terroriste, on connaît les victimes, elles sont répertoriées tout de suite et elles ont en effet ce suivi pendant 2 ans entièrement gratuit de suivi de soins psychologiques. Ça, c'est important. Là, évidemment, toute la mise en place des soins, puisqu'on parle de ça, dépend de la qualification de victime, de la reconnaissance de qualité de victime, et je rejoins Rachida. C'est un parcours du combattant, véritablement, parce que, encore une fois, on est sur des choses invisibles, et on est, s'agissant des violences physiques ou sexuelles, sur quelque chose qui se passe au sein du foyer. Donc, c'est l'entre-soi, c'est caché. Et c'est pas, vous n'êtes pas fait agresser dans la rue avec des témoins en rentrant chez vous plein de sang. Non, ça se passe dans l'intimité du foyer, dans l'intimité de la chambre conjugale, s'agissant des viols conjugaux. On dit souvent, on ferme la porte. Bien sûr, on ferme la porte et voilà. Et ce qui
qui arrive dans la chambre. C'est là où on est censé vivre en sécurité, en fait. Complètement. Et c'est ça qui est très destructeur. C'est ça qui est difficile. Vous en avez marre de votre boulot, vous êtes pris la tête sur la route, vous claquez la porte de chez vous, pouf, c'est votre cocon, vous pouvez vous désarmer, vous pouvez être vous-même. Et là, non. Donc, vous n'avez plus une seconde de quiétude, vous n'avez plus une seconde de sérénité. C'est-à-dire que vous n'avez plus de ressources pour vous recentrer sur vous et vous réénergiser. C'est ça qui est terrible. Et quand même, alors c'est vrai que les moyens étaient insuffisants, que les commissariats porte close, c'était un enfer, mais il faut quand même le dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et l'information là-dessus a été exceptionnelle, et il faut que ça continue. Les UMJ, systématiquement, dès que vous avez une trace de coup, mesdames et messieurs, pas tout oublier, une violence sexuelle, vous gardez, je vais être crue, mais il n'y a pas d'autre moyen. Vous gardez vos sous-vêtements, vous gardez vos draps, vous prenez des photos, vous allez faire des certificats médicaux. Il y a la maison des avocats, on en parle, c'est des avocats gratuits mis à disposition. Et ces premiers instants de constatation des victimes, parce que des violences, parce qu'on est sur une problématique de preuve, elles sont primordiales. Puis il y a beaucoup d'associations qui sont là, notamment Rachida, toi tu travailles bénévolement pour, du coup les deux mots vont pas ensemble, mais pour la maison, notamment pour la maison des femmes de Montreuil, qui d'ailleurs nous a fait rencontrer en fait, donc merci à elle. Qui fait un travail exceptionnel. Et c'est pour ça, en fait, je veux juste rajouter quelque chose, c'est-à-dire quand les femmes elles sont dans cette situation qui est complètement, parce qu'elles ont vécu tous les jours un stress permanent qui ne s'arrête jamais nuit et jour. C'est-à-dire on est complètement détruite par le stress. Et donc les femmes, quand elles viennent à la maison des femmes par exemple, ou ailleurs, d'ailleurs des fois il y a des institutions qui m'appellent, et donc quand je vois les femmes, elles n'ont pas la force de porter leurs paroles, elles n'ont pas la force d'aller voir l'administration et dire mais ils ne vont pas me croire. Je dis mais on va le faire quand même. Parce que moi, quand j'ai vécu toute cette situation de démarche administrative, ça a été tellement terrible pour moi parce que vraiment, c'était très, très violent pour moi. J'ai cru que dès que je vais porter plainte, tout le monde va me croire et tout le monde va être là pour m'aider, pour sortir de ce piège-là. Parce qu'on est piégé, en fait, comme une toile d'araignée qui est autour de nous. Et donc, moi, le jour où j'ai été pour porter plainte, je croyais vraiment que j'allais, ça y est, le piège, il va être, ça y est, c'est fini. Mais en fait, je suis toujours avec les femmes, en fait, je les accompagne pour qu'elles puissent avoir la force d'aller voir l'avocat et de lui dire ça et ça et ça, et de dédramatiser l'institution. C'est-à-dire, l'institution n'est pas bienveillante avec les femmes. Et dans tous les sens... tous les sens des termes, c'est-à-dire que un médecin, par exemple, moi je vois bien que des fois, et la dernière fois j'ai été voir un médecin avec une femme, elle lui a dit mais c'est dans ta tête. On peut pas parler d'une souffrance et dire dans sa tête. Si cette femme-là elle parle de souffrance, c'est que c'est vrai. Oui, parce qu'il faut le dire aussi, pour terminer cette première demi-heure sur ce sujet de terreur qu'on peut vivre pendant des moments terribles de violence conjugale, c'est toi maintenant, tu accompagnes des femmes. Évidemment, toute cette histoire ne se termine pas. Tu nous l'as dit plusieurs fois. Voilà, physiquement, tu le ressens encore quand on parle. Ça, c'est très difficile. Mais comme je le disais tout à l'heure, tu es tellement forte que tu as aussi décidé d'accompagner des femmes. Et je t'ai vu le faire. Donc, écoutez par exemple le 8e épisode de Je te crois où on accompagne une jeune femme à Pôle emploi. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point tu soutiens, tu es là, c'est assez extraordinaire. Alors dans le soutien aussi, c'est son métier certes, mais de défendre les victimes, on va parler maintenant de Maître Virginie Leroy et du terrorisme, puisque dans Iuris, l'autre podcast de Double Monde, on suit Virginie qui effectivement se bat tous les jours. Allez, une petite pause en attendant, vous allez voir, vous devriez aimer. Attendez, j'arrive à le faire. Il était une fois. Ah non, c'est encore quoi? Attendez, voilà. Il était une fois l'histoire d'un. Il était une fois l'histoire d'un jour qui vit mourir de.
On va peut-être abandonner la musique. Ah, voilà, ça y est, ça arrive. Là, vous allez vous reconnaître. Virginie, c'est vraiment votre podcast. La musique de Daft Punk pour accompagner Yoris. Yoris qui est vraiment l'idée. C'est pas mal quand même, hein, vraiment. Cette musique, plus je l'écoute, plus je me dis qu'on a bien fait. Une musique effectivement pour accompagner des combats. Parce que donc, je vous le disais tout à l'heure, Virginie suit vraiment des affaires à la fois compliquées et où les plaignants parfois ne sont que des résidents d'une ville. Hein, je veux parler de Saint-Malo. On a passé plusieurs jours ensemble où j'ai suivi Virginie pour voir comment où ça allait cette histoire. C'est l'histoire de la Timac. On va parler de ça à Saint-Malo. Qu'est-ce que je dis à La Rochelle? À Saint-Malo. On va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'évidemment, comme je vous le disais, on va faire un parallèle entre cette terreur face aux violences conjugales et au terrorisme. Virginie, à partir de maintenant, en fait, mais en septembre, vous allez défendre 49 victimes du Bataclan, des attentats du Bataclan. C'est assez incroyable. Vous allez défendre aussi des victimes d'attentats de Barcelone, de Marseille, de Nice, de Berlin. Et puis, vous êtes aussi l'avocate de la famille de Samuel Paty. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce fameux procès du Bataclan qui va donc démarrer en septembre? Comment on gère quand on a à peine la quarantaine, être avocate? Oui, c'est un procès symbolique. Hein. C'est le procès des attentats de Paris, donc le Bataclan, mais également les terrasses et le Stade de France. C'est un procès qui va se tenir sur 8 mois, peut-être plus. Pour l'instant, 8 mois d'audience sont prévus. Donc, un procès historique, quoi, historique, on peut dire, hein. Inédit, hors norme. J'entends beaucoup ça en ce moment. Plein d'attentes sur des faits qui sont extrêmement graves, qui ont marqué la France, et avec des victimes parfois qui ont perdu des proches, parfois qui sont blessés physiquement, et dans tous les cas, et on en parlait tout à l'heure, des blessures psychologiques très profondes et qui marqueront la vie à jamais, ça c'est sûr. Vous êtes aussi, donc, à travers ce procès, on est venu vous chercher aussi dans l'affaire de Samuel Paty. Ça, je veux dire, vous allez les accumuler, entre guillemets, pendant plusieurs années sur des procès longs de terrorisme. Ça aussi, on se prépare comment à ce genre de situation? C'est mon métier. Hein, oui, bien sûr. Non, mais après, non, c'est un accompagnement qui est surtout à l'égard des victimes, parce que il y a plusieurs phases. Il y a la phase qui suit immédiatement les faits, où là les blessures sont vives. Il faut se faire accompagner médicalement. Il faut sortir de dont on parle, mais dont on va parler beaucoup dans le suivi des attentats de Paris. Et ce stress post-traumatique, il se retrouve aussi dans les violences conjugales, pour faire le parallèle sur vos 2 podcasts. Et ce stress post-traumatique, on en entend parler un petit peu, mais c'est encore très nouveau dans le grand public, et c'est bien qu'on en parle, parce qu'encore une fois, c'est l'invisible. Voilà. C'est l'invisible qui s'explique mal, qui s'explique de manière parfois maladroite, et qu'on a du mal à faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas. Vous savez, l'expression souvent, tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas. Il y a un peu de ça. Et ça, c'est important à faire comprendre du mieux, parce qu'il est
complètement dévastateur, ce stress post-traumatique. Il vous détruit, quoi, hein, tout simplement. Vous n'avez plus les normes d'avant. Hein. Oui, Il faut faire un reset, quoi. Hein. Complètement. Il faut faire un reset, mais un reset douloureux. Donc c'est une caractéristique de ces mécanismes de terreur, d'isolement et qu'on retrouve sur vos deux sujets. Hein. Ça, c'est évident. Donc, effectivement, ce parallélisme terreur-terrorisme, elle nous dit, évidemment, ça vient de la même racine, on est d'accord, mais on pourrait nous dire terreur, violence conjugale, terrorisme, énormes attentats. Il y a eu combien 130 victimes aux attentats de Paris. Est-ce qu'on est légitime de pouvoir faire ce genre de parallélisme? Oui, on est légitime parce qu'on parle de terreur. On a une terreur familiale, conjugale dans la sphère privée, et on a une terreur collective avec les mécanismes de terrorisme, mais à la différence près quand même. Alors j'ai parlé d'emprise tout à l'heure pour les violences conjugales. Là, on est sur une emprise de masse et surtout sur une emprise à des fins politiques ou à des fins idéologiques. Voilà, j'allais dire la définition, vous venez de la donner, c'est exactement ça. Le terrorisme, c'est le fait d'utiliser la terreur pour imposer à l'autre, aux autres, par la violence, hein, parce que la terreur est une violence, ces idéologies par la force et à des fins politiques. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, si on veut véritablement asseoir ce parallèle, que non seulement vous imposez la terreur, mais il y a aussi ce phénomène d'emprise. Alors, sur les problématiques de terroristes islamiques radicales que je connais bien, il y a ce qu'on appelle la radicalisation, l'embrigadement, hein, par des phénomènes de propagande qui s'adjoignent à la terreur. Et dans les violences conjugales, on retrouve quelques-uns de ces mécanismes d'emprise où finalement, on n'est plus capable de réfléchir par soi-même, on est complètement lessivé. Donc oui, on peut faire ces parallèles-là. Mais par contre, faire attention, tout à l'heure, vous avez eu une petite réaction, ce qui est normal, de pas comparer non plus totalement au niveau de la victimisation, quoi. Non, parce que voilà, le parallèle, je pense qu'il s'arrête là, parce qu'après, on part sur des choses différentes et puis des problématiques différentes. On n'est pas du tout dans une sphère politique ou idéologique s'agissant des violences conjugales, tandis que le terrorisme, c'est quand même quelque chose d'à part pour ça. Alors, je ne veux pas du tout vous contredire, mais moi, ayant vu Rachida se battre pour ses droits de femme, ça devient presque un peu politique quand même, Rachida, non ? Oui, parce que en fait, maintenant, moi, j'ai compris que pour qu'on puisse un petit peu sortir de cette façon de vivre dans le système patriarcal. Moi, je pense que c'est politique parce que la femme, elle est aliénée, c'est-à-dire on est quand même la femme, elle est presque un objet domestiqué en fait. Elle est bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que même dans les métiers de cadre, on voit bien que les salaires ils sont moindres pour les femmes. Et chez les médecins, on va, enfin, je sais pas moi, il y a plein de choses qui est quand même de l'ordre politique, parce que si cette société a mis en place que les femmes, elles deviennent les femmes gentilles, les femmes soignantes, les femmes, celles qui prennent sur elles peuvent, la société, le système peut aussi changer pour faire admettre et autoriser les femmes à être ce qu'elles veulent être. Elle peut être dans les métiers entre guillemets qu'on dit d'hommes. Elle peut être sur l'échafaud. Elle peut être aussi ce qu'elle veut être. C'est-à-dire les femmes maintenant, on peut pas dire en 2021 qu'elles sont à égalité avec les hommes. Et par rapport, par exemple, aux corvées ménagères, par rapport à la charge mentale, inconsciemment, même nous, les femmes, on est dedans. Mais c'est un système à déconstruire ensemble. Pour que ces violences s'arrêtent, il faut que le système puisse être déconstruit par nous tous, c'est-à-dire toutes et tous, pour qu'on puisse vraiment... il faut vraiment effacer ces violences à un moment donné. C'est pas possible. Il y a des femmes qui meurent tous les ans.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes qui en meurent et on calcule que les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. On calcule jamais les femmes qui meurent à la suite des violences. Parce que moi, j'en connais beaucoup de femmes qui sont, moi, comptabilisées parce qu'elles ont été, massacrées. Virginie. Non, bah oui, c'est un combat violence aux femmes et d'égalité hommes-femmes. Mais je voudrais pas faire de parallèle malheureux avec les actes terrorisme. Bien Pour sûr. moi, politique, c'est un mot très générique. Mais ça reste deux choses différentes quand même. Il y a ces mécanismes d'emprise, de terreur et de violence. Maintenant, oui, le combat égalité homme-femme, évidemment, je ne vais pas dire que je suis contre, hein, bien au contraire. Bien au contraire. C'est des problématiques qui, pour moi, sont politiques de manière nationale et internationale. Mais dans le sens politique, au sens propre du terme, sociétaux, le problème du terrorisme est autre chose. Comment on en arrive à être avocate pour des affaires, dans des affaires de terrorisme? Ça, c'est une question que je me pose depuis que je vous suis un peu partout. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous appelle vous? Moi, j'ai démarré ma carrière en droit pénal tout de suite avec des permanences, voilà, pour faire ses armes. Et puis, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, le droit pénal, la pratique du pénal. Et puis, voilà, une affaire en amenant une autre, les gens vous font confiance. C'est évidemment toujours un combat qu'on mène de manière forte, de manière totalement investie, parce qu'on peut pas ne pas l'être sur ce type de sujet. Et puis, je pense que les victimes parlent beaucoup entre elles aussi. Ah oui. Voilà, on sait que... C'est vrai qu'ils forment parfois des associations, des pages Facebook. Celle sur les attentats de Paris, Life for Paris, pour ne pas la citer, regroupe beaucoup de victimes et il y a énormément d'entraide. C'est ça qui est assez émouvant. Moi, je trouve ça très émouvant, mais oui, c'est des victimes qui s'entraident et puis qui parlent le même langage. Parce que quand un cataclysme pareil vous tombe dessus, c'est difficile d'en parler aux proches. C'est difficile d'obtenir une compréhension de l'autre qui n'a pas vécu. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le stress post-traumatique ou comment parler des violences qu'on subit à la maison. C'est compliqué de trouver les mots. Et puis, alors c'est vrai que ces victimes d'attentats, il y a un énorme soutien et une solidarité entre elles, avec des moments où, je vous dis moi ce que mes victimes me racontent, des moments où on préfère s'isoler, d'autres où on a besoin de parler. Enfin voilà, tout ça est complexe. Et puis le temps, là on arrive à un procès 6 ans après les faits. Je vais pas dire que la blessure est moins vive, les blessures sont vives. Il y a des attentes et puis après des problématiques de... Beaucoup de questions se posent sur l'organisation de ce procès, notamment le point de vue sécuritaire, parce que moi j'ai beaucoup de victimes qui ont peur, qui ont peur carrément d'y aller, en fait. Oui. Alors en plus le contexte géopolitique n'aide pas, puisqu'on sait qu'on a une résurgence de Daesh en zone subsaharienne et également en Syrie, alors que Daesh avait reculé avec les frappes de la coalition. Donc c'est quelque chose qui revient un peu dans l'actualité. Et puis il y a les élections l'année prochaine. Oui, et puis on sera en pleine élection présidentielle, tout à fait. Hasard de calendrier. Donc voilà, donc il y a une logistique assez impressionnante qui s'est mise en place au tribunal de Paris, avec évidemment des mesures de sécurité hors normes, mais tout à fait justifiées. Et pour que chacune des victimes, si elle le souhaite, puisse venir assister au procès, à son procès, parce que voilà, ce sont leurs procès et leur espace de parole. On en parle très peu souvent. On espère qu'on vous parlera de tout ça dans une deuxième saison du podcast Iuris, où on suivra ce procès incroyable, ce procès historique. Mais finalement, en tout cas, c'est mon impression, aux infos, etc., on parle peu des condamnés. Ils ne sont pas encore présumés, condamnés, ma chère Marjorie. Je sais, des présumés. Nous sommes dans un état de droit. Heureusement, vous voyez bien que moi, je ne fais pas de droit. Enfin, c'est bien, vous me corrigez toujours, c'est parfait. Non, des accusés, on a 20 accusés quand même. C'est ça, on en parle peu quand même. Oui, parce que moi, c'est vrai que j'entends souvent de dire mais Bataclan, ils sont tous morts, qu'est-ce qu'on va aller juger ? Non, il y a 20 accusés qui seront
qui seront à la barre, hein, dans le box, donc avec des explications à fournir ou pas. Hein. Ça, c'est évidemment une des questions de savoir si ces accusés vont fournir les explications attendues ou vont se murer dans le silence. Ça, vu le... Voilà, on parle de gens qui, pour certains d'entre eux, sont radicalisés, qui ont commis, qui sont en tout cas renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée pour avoir participé aux attentats de Paris, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Donc on verra si les explications sont fournies et si les quelques zones d'ombre qui demeurent dans ce lourd dossier seront éclaircies. Tout à l'heure, vous me disiez, il y a des victimes qui ne veulent pas venir carrément au tribunal, qui ont peur. Est-ce que la terreur de ce moment-là, d'il y a 6 ans, est toujours là? Quand je disais tout à l'heure, Rachida, quand elle parle de ce qu'elle a vécu, physiquement, elle est encore dans la difficulté, elle a ses mâchoires qui se coincent, etc. Est-ce que vous, parce que je suppose que vous voyez déjà quelques victimes pour les préparer, pour discuter avec elles, est-ce que vous sentez encore la terreur dans leur discours et dans leurs yeux, peut-être? Oui, alors chacun se reconstruit comme il peut et de manière différente, mais quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand même, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire que il est très difficile pour la plupart des victimes de prendre les transports en commun. Le train, l'aéroport, les foules sont des vecteurs de stress et d'ailleurs beaucoup d'entre elles sont parties de Paris, ne prennent plus les transports en commun, et puis cette hypervigilance, c'est un état de qui-vive permanent, c'est-à-dire que le moindre bruit, quelqu'un de louche qui rentre, une victime qui a fait une fixette un jour dans un train sur un gars qu'elle trouvait louche, qui avait une barbe, enfin voilà. Mais ce sont des prérequis qui demeurent dans l'esprit. Et on est allé à un point tel d'aller demander au gars des explications, quoi, parce qu'elle ne pouvait pas continuer à être dans le train avec ce stress extrême. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont des états très violents et puis des états qui demeurent encore aujourd'hui, oui. Est-ce que parfois, Rachida, effectivement, il y a ce retour, ces gros moments de se rappeler de ces violences, de ces un peu comme ça, ou même toi, est-ce que tu sens que parfois t'es pas bien, tu m'as dit que tu n'avais pas rencontré de nouveau un homme, il y a toujours cette espèce de terreur latente quelque part? Oui, en fait... Ce qui m'est arrivé, c'était une séquestration de plusieurs années, en fait. Ce qui est terrible, c'est une séquestration psychologique parce qu'on a la porte ouverte. C'est-à-dire, moi, j'allais travailler, il n'y a pas de souci. Mais entre le travail et la maison, tous les jours, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour que le monstre ne se réveille pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que tout ira bien? C'est-à-dire, c'était à moi de faire en sorte que à la maison, rien ne dépasse, tout est impeccable, tout va bien pour pas vivre cette terreur, quoi. Et vraiment, moi, j'avais déjà vécu ça auparavant parce que je viens d'Algérie. Je suis arrivée dans les années juste avant le terrorisme des années 90 et ça avait déjà commencé. Et le soir, on se barricadait, on était terrorisés. Hein. Moi, je me rappelle, je suis arrivée en 86. Fin 86, il y avait déjà le terrorisme, il avait déjà commencé à frapper l'Algérie terriblement. Et je me rappelle très très bien, quand le soleil il commence à se coucher, on allait se barricader, on dormait dans une seule chambre, même si on était 8 ou 9. Moi, j'habitais dans une grande maison parce que la famille de ma mère, ils étaient des gens assez aisés, donc ils avaient des villas. Donc j'avais une villa qui appartenait à mon oncle et on habitait à plusieurs là-dedans. Et, enfin, c'était de la même famille. Le soir, on dormait tous dans une seule chambre et on se barricadait parce qu'on était terrorisés. Et ce sentiment de terreur, je le vivais aussi chez moi.
chez moi. Où tu l'as ressenti? Je le ressentais vraiment. Tu l'as revécu, en fait. En fait, c'est notre corps qui absorbe ça. C'est fou parce que là, en parlant, moi, je l'ai dans mon corps maintenant. Il est inscrit. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la mémoire cellulaire. C'est très intéressant. Ouais, sur ça, sur les chocs émotionnels, que ce soit de la terreur ou d'autres chocs. Il y a une mémoire cellulaire beaucoup de travaux très sérieux qui sont faits notamment dans des optiques de soins. Et cette mémoire cellulaire se transmettrait ou se transmet de génération en génération. En plus. Et le MDR, par exemple, qui est une technique dont j'entends beaucoup parler et à laquelle je me suis intéressée, parce qu'énormément de victimes de terrorisme y ont recours. Et vraiment, on constate, on en parlait encore l'autre jour lors d'une expertise d'une des victimes, on constate que ça a vraiment des effets. Alors, dites-nous un peu comment ça le MDR, pardon. Et parallèlement à cette technique-là, il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur la mémoire cellulaire, et donc c'est pour ça que la question, je trouve, est très pertinente. Et c'est quelque chose qu'on traîne avec soi, quoi, et qui reste gravé. Moi, dès qu'il y a un homme qui s'intéresse à moi, je le fuis. Oui, et ça induit des mécanismes de défense très instinctifs. J'ai des amis, enfin je milite avec des hommes et des femmes, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas qu'ils dépassent les limites. C'est-à-dire j'ai aucune possibilité, aucune ouverture dans mon esprit qui peut me dire qu'un jour je n'ai plus aucun besoin, et c'est fou, aucun besoin de partager ma vie intime avec un homme, aucun. Je suis une femme. Comme si cette terreur, en fait, toute cette vie sous les violences avait cassé quelque chose. Elle avait cassé quelque chose parce que moi, je suis tombée malade en 2012, mais malade, dire vraiment gravement malade. Mais moi, j'avais arrêté de vivre dans la même chambre avec lui depuis déjà, ça faisait déjà au moins 3 ans avant. C'est-à-dire 2009, 2010, j'ai commencé à arrêter de vivre avec lui dans la même chambre. C'est-à-dire, je dormais dans le salon et quand il venait de la chambre vers le salon, la nuit, j'étais terrorisée. Je ne dormais pas la nuit. Vous parliez du fait que ça se passe de génération en génération. Malheureusement, j'allais dire, vos filles, tes filles, Rachida, ont vécu cela. Donc là, c'est même pas que c'est passé, c'est qu'elles l'ont vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à partager le mieux-être un peu que vous avez avec tes filles? Vous préférez ne plus jamais parler de ça? Comment on fait en fait? Parce qu'on parle de co-victimes là quand même. C'est très très dur. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi je ne veux pas du tout minimiser les attentats terroristes. Vraiment, je sais ce que c'est. C'est-à-dire moi j'ai perdu beaucoup de ma famille et en plus de ça, je suis l'enfant de la guerre. J'ai vécu dans un camp de réfugiés et je sais ce que c'est. C'est-à-dire que le terrorisme d'État, politique et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas étrangère du tout dans ma vie, quoi. Et donc, je ne veux pas du tout confondre. Sauf que moi, mon corps, ma vie a été saccagée. C'est-à-dire, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon travail, j'ai failli perdre ma fille. Ma fille, elle a été hospitalisée dans un pôle ado parce qu'elle allait très très mal. Il y a encore les traces de la violence dans les murs, là où j'habite. Et je disais, pourquoi on ne prend pas en charge les femmes correctement? Parce que moi, au début, j'ai un bel appartement, Je n'ai pas de problème de logement. C'est-à-dire, c'est pas que je veux faire une petite gâterie. Je suis pas en train de faire une petite... C'est-à-dire, la première des choses, il faut donner le choix aux femmes de quitter l'environnement où elles vivent. La deuxième, et ça doit être pris en charge par l'État. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que les enfants soient pris en charge. Moi, ma fille, pour qu'elle puisse être prise en charge 6 semaines, il a fallu que j'appelle les pompiers et je leur dis si elle a fait une tentative de suicide, elle est montée sur la fenêtre pour se jeter parce que son père venait se mettre dans le parking, juste derrière sa fenêtre, et elle le voyait tous les soirs. Et elle continuait l'emprise même. Et elle était devenue violente même vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle. C'était un danger vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de nous, moi et sa sœur. Et s'il y avait la prise en charge au niveau
de santé mentale des enfants, ça veut dire qu'on se répare plus vite. La famille se répare plus vite. C'est-à-dire, quand je parle de la famille, c'est-à-dire les femmes, elles sont victimes de violences, mais les enfants, ils sont co-victimes. Il nous reste très peu de temps. Je pense que Virginie voulait réagir à ça. Oui, non, juste simplement, aujourd'hui, on a quand même des mécanismes efficaces, parce que j'entends Rachida dire plusieurs fois ça. Sachez quand même qu'aujourd'hui, une femme victime de violence est éloignée de son conjoint. Hein. Il y a eu des récentes réformes, il y a des choses vraiment pratico-pratiques, efficaces qui se mettent en place, des ordonnances d'éloignement. Une femme garde son logement où est placée en foyer, accueillie en foyer avec ses enfants. Il n'y a pas que moi qui ai la langue qui fourche. Voilà, c'est pas un placement, hein, c'est un accueil évidemment. Bien sûr. Donc il y a vraiment des choses concrètes. Moi, je ne veux pas décourager les femmes victimes de violences de quitter leur bourreau. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a des véritables prises en charge. Il faut pas avoir. Évidemment que ça fait peur, il faut pas avoir peur. Mais véritablement, il y a plein d'associations qui encadrent et surtout, il y a des mécanismes juridiques d'éloignement et de sauvegarde de logement, parce que c'est vrai que la problématique du logement est souvent compliquée dans ces cas-là. Effectivement. De toute façon, je pense que vous avez quand même toutes les deux le même combat. Hein. On est d'accord. On ne voit pas de la même manière non plus toujours les choses. Mais oui, Rachida. Mais moi, le podcast que j'ai accepté, c'est aussi pour les institutions. C'est-à-dire, il faut vraiment... C'est possible. Il y a les moyens. Il faut juste... c'est des actes politiques. Si on veut faire en sorte que les femmes se réparent très vite et qu'il y a la prévention, ça coûtera moins cher à l'État. Regardez, moi, j'avais un boulot, j'étais passionnée, mais je n'arrive plus à retravailler. C'est-à-dire que si on fait de la prévention et on fait en sorte que les femmes sont prises en charge avec les gamins, ça coûtera moins cher à l'État. Et moi, quand j'ai accepté le podcast, c'est aussi pour les institutions. Et c'est vrai qu'on en a. Que les institutions entendent de ça. C'est-à-dire, c'est pas pour décourager les femmes. Au contraire, moi, je suis tous les jours là pour faire en sorte que j'améliore la France, parce que la France, c'est un pays que j'aime et je suis là par choix. Et donc, j'ai envie que l'institution entende que les femmes triment. Les femmes, elles sont vraiment dans une situation de précarité terrible. Et pour mettre les moyens pour les femmes, c'est possible. Les crèches, ça émancipe. La formation, ça émancipe. Tout ça, ça émancipe. Donc, mettons en place les moyens qu'il faut pour que les femmes puissent aller mieux et avoir la possibilité et le pouvoir de se défendre. Un message du cœur, clairement. Mais ça, on a eu 8 épisodes avec beaucoup de cœur. Elle a rencontré tellement de gens et dit ces choses-là à un directeur national, un ancien directeur de la gendarmerie nationale. Elle a dit ça à une avocate qui n'était pas la sienne. Mais voilà, Rachida, elle parle avec le cœur et elle avec de la conviction. Donc ça, c'est une très bonne chose. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer ce double podcast. Merci à vous deux, merci Rachida, merci Maître Leroy d'être passé par Podren. Merci à Podren, c'était vraiment sympathique de pouvoir participer. On vous donne rendez-vous du coup évidemment dans Je te crois qui va commencer une deuxième saison et cette deuxième saison sera sur le harcèlement scolaire. Là encore, des victimes, là encore, des rencontres, un parcours avec ceux qui peuvent tendre la main, mais ceux aussi qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Et puis, bien sûr, Virginie, on se retrouve sur Yoris. Vous pouvez écouter la première saison qui est vraiment un reportage, un documentaire sur cette bataille que vous avez menée. Avec une notion de terreur aussi. Avec une notion de terreur. C'est également la pollution dont on ne sait pas si elle fait risquer la santé ou non des gens. Exactement. C'est un vrai sujet. Ouais. Voilà, la Timac à Saint-Malo et non pas à La Rochelle. Et puis peut-être une deuxième saison donc qui suivra vos actions et vos rencontres, etc. avec toutes ces victimes des attentats du Bataclan. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'avoir donné la parole aux femmes. Et puis vous pouvez retrouver ces podcasts bien sûr sur toutes les plateformes de podcasts et sur notre site internet www.doublemonde.fr. Très bonne soirée.